tam-tam du continent. B-News One, le tam-tam du continent. B-News One, au cœur de l'information. B-News One, le tam-tam du continent. De rétrospective de cette semaine. B-News One, l'information continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À Yaoundé, au Cameroun, mais accessible partout dans le monde. Notamment sur YouTube. Reportages, enquêtes, analyses, décryptage, commentaires. L'information la bonne, regardez B-News 1. La chaîne de l'information sur l'Afrique. L'actualité du continent africain. B-News One, au cœur de l'information. B-News One, le tam-tam du continent. B-News One, le tam-tam du continent. B-News One, au cœur de l'information. B-News One, le tam-tam du continent. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur B-News 1. C'est votre programme Obama Time qui est ma première livraison de la semaine. Et ce jour, on vous amène dans un domaine qui vous paraîtra peut-être nouveau, que vous ne connaissez peut-être pas. Mais dans tous les cas, tous ensemble, ce soir, on va séjourner dans l'économie circulaire dans notre pays. De quoi il s'agit? En quoi est-ce que l'économie circulaire est différente de l'économie linéaire? Quel est l'enjeu de cette économie pour notre pays, le Cameroun? Quelle est la portée de l'économie circulaire dans notre pays? On essaiera ce soir de comprendre ensemble ce que cela peut apporter dans notre pays. Quels sont les acteurs qui sont déjà présents dans le domaine? Qu'est-ce que le gouvernement fait? Toujours dans le domaine. C'est vrai qu'on n'aura pas aujourd'hui le ministère de l'Environnement. Le directeur qui était censé être avec nous s'est excusé à la dernière minute. Dans tous les cas, on a des panélistes qui ont l'expertise de l'économie circulaire sur le plateau. Nous avons l'honneur, mesdames et messieurs, le privilège d'avoir avec nous ce soir sur le plateau un professeur d'université, le professeur Esso Elamé. Il est enseignant des universités, il est enseignant à l'Institut des relations internationales du Cameroun, enseignant à l'École nationale supérieure des travaux publics et également à l'UIT de Douala. Je pense qu'il collabore aussi avec plusieurs universités occidentales. Professeur, bonsoir. Vous êtes en Italie, c'est bien ça, je ne me trompe pas? Quelle université? L'université de Padoue. Et il y a une autre université avec laquelle vous collaborez? Oui, il y a, bien entendu, dans le cadre de la coopération universitaire, il y a plusieurs autres universités qui sont en contact avec notre université, bien entendu. Merci d'être avec nous sur le plateau. Merci bien. Ce soir, elle est une sirène qui nous vient de l'océan, présidente, fondatrice et bénévole de l'océan au Cameroun. Elle nous dira en quoi consiste le travail de son ONG, comment elle fait pour que les océans au Cameroun restent propres. Madame Joberte Ndjamou est présidente, donc comme je l'indiquais, fondatrice des bénévoles des océans du Cameroun. Madame, bonsoir et merci d'être avec nous sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Comment se portent les bénévoles des océans du Cameroun? Très en quoi bien. consiste votre travail? Notre travail consiste à assainir les rizières et récupérer les bouteilles et
donner une seconde vie à ces bouteilles, c'est-à-dire nous fabriquons des chaises, nous fabriquons des lits, nous fabriquons des tables, nous fabriquons beaucoup d'autres produits. Avec ce qui est, vous prenez dans Tout à fait. voilà. Tout à fait. Vous nous parlerez concrètement de ce que vous faites tout à l'heure et comment est-ce que votre structure est organisée. Elle est experte en relations internationales et en développement environnemental. Madame Blanche Reine Zoli et Kango est avec nous ce soir. Madame, bonsoir. Comment vous allez? Alors, experte en relations internationales, développement environnemental, c'est assez vaste votre domaine. Diplômé de l'IRIC, c'est bien ça? C'est à l'IRIC que vous avez été formé sur le développement environnemental. Merci d'être avec nous sur le plateau. Lui, je pense que toutes ces personnes, je vous ai rencontré à l'ambassade de Belgique. Je me trompe, en dehors peut-être du professeur qui n'était pas à l'ambassade de Belgique. Mais madame aussi était à l'ambassade de Belgique, parce que l'ambassade de Belgique a organisé cette semaine un séminaire sur l'économie circulaire. On fait un clin d'œil à l'ambassadeur de Belgique au Cameroun qui nous suit certainement en ce moment. Et justement, notre quatrième invité, Aurélien Douandji, était l'un des panélistes de cette belle conférence, et grande conférence, de ce beau séminaire qui s'est déroulé à l'ambassade de Belgique, site manager de Namé Recycling de Yaoundé. Bonsoir et bienvenue. Merci, monsieur Ernest Obama. Bonsoir. Et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Namé Recycling, concrètement, c'est quoi? Namé Recycling, c'est une entreprise camerounaise spécialisée dans la collecte, le traitement et la valorisation des déchets plastiques. Nous sommes représentés dans 3 villes, Yaoundé, Douala et Limbé. Yaoundé, Douala et Limbé pour le moment. Donc, pour le moment. Chaque matin, vous faites quoi? Dites-nous. Alors, moi, personnellement, en tant que... Quand je parle de vous, naturellement, c'est un vous qui est pluriel, je parle de l'entreprise, bien évidemment. Alors, l'entreprise au quotidien, comme nous l'avons signalé, s'occupe de la collecte de tout ce qui est déchets plastiques. Alors, pour le moment, nous sommes spécialisés dans 4 types de déchets plastiques, à savoir le polyéthylène terephthalate. On va voir certainement dans les détails de quoi il s'agit. Le polyéthylène de haute densité, le polyéthylène de basse densité et le polypropylène. L'entreprise, donc, les collecte à différents endroits, que ce soit dans la nature ou même dans les entreprises, les traite, le procédé il est long, et puis les valorise. Donc, ça permet de passer de l'état du statut de déchet au statut de richesse. C'est ça même le cœur de l'économie circulaire, comme on le verra. On en parlera concrètement. Si cela vous convient, on va d'abord aller dans nos machines prendre le sommaire de ce jour qui a été préparé par Julie Agathe Binon. Madame, Monsieur, bonsoir. Le saviez-vous? La valorisation des déchets dans nos villes, allant de la récupération au recyclage, en passant par la transformation de nouveaux produits finis, chaussures, chaises, vêtements et tessera, limite le prélèvement excessif des ressources naturelles et est créatrice d'emplois. Elle minimise également l'émission dans l'atmosphère des gaz à effet de serre produits par l'exploitation des ressources comme le fer, les forêts, les hydrocarbures. Tous ces avantages contenus dans un seul thème, l'économie circulaire. Mais si on reste sur la loi de Lavoisier selon laquelle rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, alors que le Cameroun avance vers l'émergence, quels peuvent être les enjeux de l'économie circulaire dans cette Afrique en miniature? Ernest Obama et son panel de qualité déroulent leur carte d'experts et explorent tous les contours de la question. Bon débat sur le plateau d'Obama Time. Avec nous sur le plateau de BNews 1, mesdames et messieurs. On va d'abord passer la parole au professeur Issou Ilamé. Tout à l'heure, en conférence de rédaction discuté avec mes collègues, je confesse que certains ne savaient même pas ce que ça veut dire économie circulaire. Et même dans la rue, quand on demande aux gens l'économie circulaire, tout le monde est perdu. C'est quoi l'économie circulaire? Est-ce qu'on peut séjourner dans la genèse même de ce concept? Ok, merci pour la question. En fait, l'économie circulaire est l'aboutissement d'un très long processus qui a commencé en 1972 avec la conférence de Stockholm, la première conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Après un rapport très intéressant
le rapport qui effectivement mettait en évidence le fait qu'il est temps de prendre des mesures parce que les ressources sont limitées, on ne peut pas les consommer à l'infini. Il y a le Club de Rome, avec le Club de Rome qui avait été mis en place, il y a eu une réflexion au niveau international, il y a un travail très intéressant qui avait été produit par des universitaires du MIT, et ce travail a été le travail de base qui alarmait l'humanité. Parce qu'on partait de l'idée que les ressources ne sont pas épuisables. On peut les utiliser comme on veut. Alors, le constat de 72 amène une prise de conscience au niveau, n'est-ce pas, planétaire, et l'ONU commence à s'intéresser du problème. OK. Après, en 92, il y a la conférence de Rio. Avec la conférence de Rio, il y a le concept de développement durable qui est mis en place, qui voudrait dire un développement qui permet de subvenir aux besoins des générations présentes en pensant aux générations futures. On était dans une situation où on ne se préoccupait jamais des générations futures. On se dit, on consomme, de toutes les manières, ceux qui viendront vont consommer à leur tour. On nous dit, stop, il faut consommer, mais il faut tenir compte que ceux qui viendront après vous vont consommer. Il fallait donc effectivement commencer à réfléchir du point de vue économique, comment ça peut se faire. Ça a été un problème, parce que les industries n'étaient pas d'accord au départ, avec, n'est-ce pas, les contraintes que le développement durable posait sur la table. Il a fallu, avec le temps, que les entreprises commencent à se rendre compte que ça peut aussi être une bonne affaire. La reconversion a commencé. Le développement durable avait prévu quoi? Un pilier de dire on passe de l'économie à l'efficacité économique. Ce n'est pas la même chose. On passe de l'économie à l'efficacité économique. Donc il faut revoir l'économie. Il faut revoir l'économie. Et on commence à remettre en question l'économie linéaire, qui consiste à prendre les matières premières, à produire, consommer et jeter. En faisant cette économie linéaire, elle débouche à quoi? Aux déchets, aux déchets, aux déchets, aux déchets. On ne sait pas vivre avec ce genre de situation. On ne peut pas dire au même moment qu'on voudrait penser aux générations futures et on ne trouve pas une solution pour éviter que les ressources qui ne sont pas renouvelables puissent, n'est-ce pas, être disponibles. C'est ça qui amène donc, effectivement, à une réflexion qui passe d'abord par l'économie verte comme élément intéressant pour rendre l'économie plus efficace. On investit sur l'économie verte. Mais c'était insuffisant. C'était insuffisant. On s'est rendu compte que même l'économie verte ne permet pas de combler tous les éléments. On a donc dit, effectivement, la meilleure manière de faire ça, c'est de boucler. C'est-à-dire qu'on élimine la fin de vie des produits, on transforme la fin de vie des produits en une renaissance des produits. C'est ça qui fait donc l'économie circulaire. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que l'économie circulaire ne concerne pas seulement les déchets. Contrairement à ce qui est dit et ce qui est raconté. Non, 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 non. L'économie circulaire, c'est un changement radical de la société. Ça concerne l'énergie. Ah oui, monsieur Obama, l'énergie. L'énergie. Hein? Ça rejoint un peu l'exposé qu'on a suivi. Voilà. Ça concerne l'énergie. C'est-à-dire quoi? Comprendre comment on valorise l'énergie, comprendre comment on épargne l'énergie. Je vous prends un exemple simple. Souvent, on vous dit, comme on dit habituellement chez nous, on a coupé la lumière. Mais si vous regardez très bien, entre-temps, ceux qui ont la lumière, qui n'ont pas utilisé l'énergie. Si vous allez voir là maintenant dans les ministères, beaucoup de ministères, les lumières sont allumées. Okay. On a les ampoules qui sont allumées. Alors que bon, ces ampoules qui sont allumées consomment une énergie qu'on aurait pu consommer le lendemain. Donc vous voyez très bien que dans l'économie circulaire, il y a également cette réflexion qui consiste à dire il faut avoir une efficacité énergétique. Une efficacité énergétique. Ça ne suffit pas. Il y a également de l'eau. D'accord. Voilà donc les éléments de manière globale qui permettent, n'est-ce pas, de parler de l'économie circulaire. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'exposé d'Aurélien la dernière fois à l'ambassade de Belgique. Il y a un terme que j'ai retenu, l'économie circulaire est basée sur 4 R, réduire, réparer, réutiliser, recycler. On est loin de l'économie linéaire. Quels sont les déterminants? Il a embrayé, il a commencé, j'ai dû l'arrêter pour vous permettre de l'expliquer. Je souhaite que ceux qui n'étaient pas à l'ambassade de Belgique suivent un peu les déterminants de l'économie circulaire de manière générale. Alors, merci pour cette question. Comme le prof l'a si bien dit, c'est un terme qui, bien que
datant déjà de plusieurs décennies, reste méconnu de nombreuses personnes. Du grand public. Du grand public. Et parmi eux, même les personnes érudites. Donc, aujourd'hui, l'économie circulaire quand même est en train de véritablement prendre son envol. J'en veux pour preuve la décision ou l'engagement de l'Organisation internationale de la normalisation, ISO, de mettre sur pied, n'est-ce pas, une norme sur l'économie circulaire pour que, justement, on parle le même langage. Maintenant, revenant à la question, quels sont les déterminants de l'économie circulaire? Nous allons déjà dire que l'économie circulaire a 3 grands domaines d'action et 7 piliers. Les domaines d'action sont l'offre des acteurs économiques, la demande et le comportement des consommateurs et la gestion des déchets. Et chacun de ces domaines d'action a des piliers. On en a au total 7. Si on reste par exemple au niveau de l'offre des acteurs économiques, on parlera de l'approvisionnement durable. L'approvisionnement durable, ça voudrait dire, même au niveau de l'extraction des matières premières, il faudrait penser à demain. Parce qu'en développement durable, on dit par exemple que la terre ne nous a pas été donnée par nos aïeux, mais elle nous a été prêtée par nos enfants. Dès que vous vous mettez dans cette... Il faut la préserver. Très bien. Vous comprenez que vous avez un bien qui ne vous appartient pas. C'est un emprunt. La terre nous a été prêtée par nos enfants. Elle ne nous a pas été donnée par nos aïeux. Parce que si elle nous a été donnée par nos aïeux, surtout qui ne sont plus là, on peut en faire ce qu'on veut. Mais non. Attention, la terre nous a été prêtée par des gens qui viendront après nous en faire usage. Donc, à côté de l'approvisionnement durable, on a un autre pilier qui s'appelle écologie industrielle et territoriale. Là, c'est une forme de synergie entre différentes entreprises ou industries d'une même aire géographique, de telle sorte que les sous-produits, les coproduits ou les déchets des unes puissent être valorisés comme matière première par les autres. Nous comprenons rapidement qu'un tel fonctionnement permet d'économiser énormément les matières premières. Parce que là, ces entreprises, ces industries qui vont prendre les coproduits des entreprises précédentes ne vont donc pas aller prendre de la matière vierge, des ressources naturelles primaires. Non, elles vont prendre ce qui aurait pu être jeté comme input dans leur propre processus. À côté de cet autre pilier, on a l'économie de la fonctionnalité. Là, c'est une forme de raisonnement également où on va privilégier les services au lieu des produits. C'est par exemple ce qu'on fait lorsque, au lieu pour une entreprise d'aller acheter tout un matériel de bureautique, préfère sous-traiter l'impression de ces documents par ou bien par une petite bureautique qui est toute proche. Ça, c'est l'économie de la fonctionnalité. On peut également prendre le cas d'une entreprise qui n'utilise que rarement une certaine ressource et au lieu d'aller en acheter, préfère le moment venu sous-traiter. Donc, faire appel à quelqu'un qui va l'apporter. Ça, c'est l'économie des fonctionnalités. Donc là, nous venons déterminer le premier domaine d'action. Le deuxième domaine d'action, n'est-ce pas, c'est la demande et le comportement des consommateurs. Là, on va parler des piliers tels que la consommation responsable. Le prof a parlé des lampes qui sont allumées et qui ne servent à rien. J'ai toujours horreur de voir des robinets ouverts qui coulent alors qu'il n'y a personne à côté. C'est gênant. Et il y a des gens qui se plaisent à ce genre de comportement. Donc ça, c'est une consommation qui n'est pas du tout responsable. Nous avons, n'est-ce pas, l'allongement de la durée de vie. Cela peut se faire à travers le réemploi, la réutilisation, la réparation. Là, c'est l'allongement de la durée de vie. Et le troisième et dernier pilier pour ce domaine d'action s'appelle, n'est-ce pas, autant pour moi, le dernier domaine d'action s'appelle gestion des déchets et qui a un seul pilier qui est le recyclage. Voilà donc, en gros, les déterminants du grand concept qu'on appelle aujourd'hui économie circulaire et qui rentre dans cette grande notion de développement durable. Donc, pour terminer, l'économie circulaire est une partie
du développement durable. Alors, le développement durable, c'est le grand ensemble. Ouais. Alors, je vois bien le lien, parce que quand on a écouté la genèse du professeur Issou, on parlait de la protection, l'économie verte, c'est bien ça? On est passé de l'économie linéaire à une prise de conscience sur l'économie verte. L'économie verte, on arrive à l'économie durable. Est-ce que les problématiques liées à les problématiques de l'économie circulaire sont fondamentalement celles qui concernent l'environnement? Je me trompe peut-être. C'est à vous que je pose la question, madame. En fait, l'économie circulaire est, comme le professeur l'a si bien dit, une économie qui rentre dans le développement durable. Oui. Et c'est une promesse d'un modèle de développement qui permet qui fait appel à une consommation responsable des ressources naturelles, des ressources de la matière première. C'est ça. Bon, alors, quelles sont je parlais globalement les opportunités qu'on a autour, parce que c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Et d'abord, le plaidoyer pour que cette problématique, elle soit portée par tous, parce que, comme le disait encore le docteur Douandji, on a l'impression que c'est une problématique qui ne concerne pas tout le monde. Et quand on parle il a pris l'exemple, comme le prof également, l'exemple de la lumière, qu'on utilise de manière abusive, même de l'eau. Qu'est-ce qui est fait pour que cette problématique elle soit domestiquée par les populations? Il faut d'abord que les populations prennent conscience du fait que des ressources qu'ils possèdent. Oui. C'est-à-dire qu'ils doivent tenir compte des générations futures en minimisant leurs ressources et en réduisant l'impact sur l'environnement. Parce que lorsqu'on fait un gaspillage d'énergie, on épuise la matière première et au finish, on n'aura plus rien pour les générations futures. D'accord. Vous allez reprendre la parole, prof. Je voulais d'abord écouter la dame. C'est vous qui allez nous éclairer. Hein. Moi, je suis à votre écoute, là, vous qui êtes expert du domaine. Alors, madame, dites-nous, vous concrètement, je pense que vous avez, avant de mettre sur pied votre ONG, vous avez dû vous rendre compte du problème et vous avez décidé, vous, d'apporter un plus en prenant le pan, notamment les océans. Qu'est-ce qui a motivé la création de votre organisation et qu'est-ce qu'elle fait au quotidien? Notre association, oui. Les bénévoles des océans, a été créée en 2015. Donc, son objectif, c'est sensibiliser la jeunesse déjà sur la protection des océans. Oui. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Je veux savoir. Racontez-nous un peu les actions de votre association. On fait le tour des écoles où on sensibilise les enfants sur la protection des océans. On assainit les rivières, on récupère les bouteilles. Et c'est avec cette bouteille qu'on fait des chaises, des fauteuils, des lits et autres choses. Et beaucoup d'autres choses. En fait, l'idée est venue du constat où l'inondation qui prévaut à Yaoundé, on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose, pas à Yaoundé seulement, mais dans plusieurs villes du Cameroun. On a dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, c'est pour ça qu'on a choisi de... Alors, avant que les deux profs ne reprennent la parole, on va peut-être refaire un tour à l'ambassade de Belgique pour revoir ensemble ce séminaire qui s'est déroulé là-bas justement sur les questions de l'économie circulaire. Et après, on va aller au-delà des premières questions qui ont été posées. À tout à l'heure. L'économie circulaire est axée sur trois grands piliers: le social, l'environnemental et l'économique. Ici est un exposé sur l'économie circulaire, un projet porté au public par la société Namé Recycling qui bénéficie elle-même de la collaboration avec l'ambassade de Belgique au Cameroun. Cette initiative est venue un peu par hasard
d'une rencontre depuis que je suis arrivé récemment au Cameroun avec la société Namé, qui est une société belge. J'ai dit, écoutez, c'est tellement intéressant ce que vous faites, surtout que c'est une petite entreprise qui a pris une ampleur en tellement peu d'années. Est-ce qu'on ne peut pas faire un séminaire, une présentation ensemble? À en croire les acteurs de ces trouvailles, l'économie circulaire prise en compte représente une aubaine pour la protection durable de notre environnement. Au Cameroun, plusieurs tonnes de déchets plastiques sont déversées dans la nature au quotidien. La Société anonyme des brasseries du Cameroun, à elle seule, déverse 13 000 tonnes de plastique par an, ce qui explique son implication dans la promotion de l'économie circulaire. La pollution, les bouteilles qu'on jette dans la nature, ça devient de plus en plus un inconvénient pour la population entière, pour toutes les entreprises. C'est pour cette raison que nous, aujourd'hui, au Brasserie du Cameroun, on a jeté le premier hameçon. C'est la responsabilité de tout le monde. Aujourd'hui encore, on a revu que la solution ne sera même pas juste une solution SABC comme Namé ou SABC avec l'ambassade de Belgique. Ça va plus loin que ça, c'est une action globale. Namé Recycling et l'ambassade de Belgique au Cameroun, à travers ce séminaire sur l'économie circulaire qui s'inscrit dans le cadre du développement durable, invitent ainsi tout le monde à se baser sur les 4 R, c'est-à-dire réduire, réparer, réutiliser et enfin recycler. Alors, prof, vous avez écouté le reportage. Qu'est-ce qui est fait dans le cadre de la sensibilisation? Bon, avant de dire qu'est-ce qui est fait dans le cadre de la sensibilisation, en réalité, le contexte africain voudrait qu'on travaille sur 5 R. 5, il faut ajouter un cinquième R. Oui. Vous avez la réutilisation et le réemploi. Réemploi. Oui. Alors, et l'économie... Est-ce qu'il n'y a pas déjà le réemploi dans la réutilisation? Non. Il y a la réutilisation et le réemploi. Le réemploi, c'est quand, par exemple, j'ai une bouteille d'eau minérale Tanguy que j'ai achetée, j'ai bu l'eau minérale. Après, qu'est-ce que je fais? Cette bouteille d'eau, je la réutilise pour mettre l'eau potable. Je suis dans le réemploi. Donc, effectivement, l'usage n'a pas changé. L'objet reste, l'usage n'a pas changé. Si vous allez là dehors, dans la journée, au niveau de l'économie informelle, vous verrez qu'il y a énormément de personnes qui font le réemploi. En famille, on fait beaucoup le réemploi. Alors, la réutilisation, par contre, on change la destination du produit. Par exemple, je prends la bouteille d'eau Tanguy et puis après, je vends les arachides. Là, c'est la réutilisation. Ou le foléré ou le Voilà, croissant. là, c'est la réutilisation. Et si vous regardez très bien, dans l'économie camerounaise est énormément ancrée dans le réemploi et la réutilisation. Alors, vous ne pouvez pas trouver une solution dans les pays africains où il n'y a pas encore les normes. Les normes ne sont pas appliquées. Tant que les normes ne sont pas appliquées, on a cette économie-là. On a ces acteurs-là. Alors, donc... Les normes de quoi? Il a parlé des normes tout à l'heure. Les normes de production. Ah, d'accord. En Europe, vous verrez moins le réemploi parce que les normes l'interdisent. De production l'interdisent. On ne sait pas prendre une bouteille et mettre de l'eau pour aller revendre une bouteille, mettre des arachides. Oui, on ne sait pas le faire parce que c'est interdit, les normes ne le permettent pas. Chez nous, on n'est pas encore à ce stade. On a tous une économie qui ne vit que de ça. Donc, chez nous, c'est très important d'insérer le réemploi et la réutilisation. Et il y a surtout la réparation. La réparation. Les cordonniers, les menuisiers, les tailleurs, et bien d'autres acteurs qui, bien entendu, si on a réorganisé l'économie de la valorisation des déchets, ces acteurs ont effectivement leur place. Donc, notre société, c'est une société qui a besoin, effectivement, d'un accompagnement dans ce sens-là. Mais le problème que nous avons, c'est quoi? C'est qu'en réalité, avant encore de sensibiliser les populations, parce qu'il y a un problème de responsabilité, il y a le principe de responsabilité au développement durable. Le développement durable est fondé sur 27 principes. Il n'y a pas de développement durable si vous ne prenez pas en compte les 27 principes. 27 principes. Et l'un des 27 principes, c'est le principe de responsabilité. C'est-à-dire que devant la situation, la responsabilité est celle de l'État. Donc l'État a quelle responsabilité? De mettre en place les politiques publiques dans le domaine. Si vous n'avez pas de politique publique dans un domaine, qu'est-ce qui se passe? Les acteurs s'inventent des solutions pour résoudre un problème. Voilà. C'est un peu la situation en ce moment. Ou, par exemple, par rapport à l'économie circulaire, on n'a pas d'action. D'autres pays ont déjà pris des mesures. Par exemple, ailleurs, il y a eu des lois qui ont été prises sur la transition
écologique. Et en matière de transition écologique, ce sont des mesures qu'on prend pour accompagner et reconstruire une nouvelle économie qui est fondée justement sur l'économie circulaire. Ça veut dire avoir une loi de budget qui intègre ces éléments, qui encourage les entreprises qui font le recyclage, parce que son entreprise fait le recyclage et a besoin d'un appui par rapport au recyclage. Mais pour faire le recyclage, ils ont un problème. Ils n'arrivent pas à trouver la matière première. Pourquoi on n'arrive pas à trouver la matière première? Parce qu'effectivement, on n'a pas encore une politique publique qui encourage le tri, oblige le tri en matière de pourcentage auprès des CTD, pour qu'on ait les déchets qui sont triés et que les entreprises comme la tienne et d'autres entreprises puissent avoir naturellement la matière première sans trop de soucis, sans trop de gymnastique. Voilà. Madame a posé son problème. C'est l'économie bleue, dans son cas. C'est l'économie bleue. Elle est centrée sur une économie de l'eau. Voilà. Et elle mène des activités d'économie circulaire dans le domaine de l'eau. Et là encore, on a besoin des politiques publiques. Donc en fait, le véritable problème que nous avons maintenant, c'est un manque de boussole. Il faut la boussole. C'est-à-dire, il faut clairement définir les enjeux. Alors, ce qui est problématique dans le contexte camerounais, c'est que malheureusement, la SND 30, qui est notre boussole actuelle... Elle ne prend pas en compte l'économie circulaire. Bon, je ne vais pas dire ça comme ça. Disons qu'elle ne met pas ce qu'on se sera attendu en termes de contenu, en termes de perspective, en termes d'accompagnement des acteurs. Vous avez un autre problème, même s'il y a des politiques publiques. Si vous n'avez pas un capital humain, vous êtes à côté. Et lui, l'entreprise, il peut également l'attester. La difficulté de trouver des personnes hyper qualifiées dans le domaine. Ce sont des domaines qui sont très sensibles. On doit être hyper qualifié pour accompagner et créer l'innovation dans ce domaine. Et là encore, on a des difficultés parce qu'effectivement, la formation dans le domaine de l'économie circulaire est peine à démarrer. On l'a commencé à l'IRIC avec un master en management environnemental. On le fait à l'ENSTP avec des formations qui ont été mises en place avec le partenariat italien avec mon université et l'école des travaux publics. Mais c'est insuffisant par rapport à la demande. Ce qu'on forme ne représente rien par rapport à la demande. Une ville comme Yaoundé, quand vous avez autour de 4 millions d'habitants, vous devez avoir 1000, 1500 experts, ingénieurs spécialisés sur ces questions que les entreprises devaient prendre rapidement parce que toutes les entreprises sont obligées elles-mêmes aussi, d'après le principe pollueur-payeur, de prendre en charge l'élimination de leurs déchets, de payer pour cela et de prendre en charge l'élimination de leurs déchets à travers l'internalisation des externalités. Vous faites comment quand vous n'avez pas un capital humain formé dans ce domaine? D'accord. On va peut-être dans Philippe Nsoa, qui est spécialiste de l'économie linéaire, du moins, je présume également qu'il s'y connaît en économie circulaire, va nous rejoindre sur le plateau. C'est pour ça que je voulais d'abord passer la parole à la dame pour qu'elle nous dise un peu les difficultés qu'elle rencontre quand vous le faites, quand vous nettoyez les océans, les rivières, Yaoundé, tout ce que vous faites. Vous avez quel accompagnement et quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Accompagnement, pas encore, le gouvernement n'a pas encore pensé à nous, mais déjà le maire de la ville nous a passé une petite commande de fauteuils et tout pour les espaces verts. Je crois qu'à partir de là, peut-être ce sera un envol pour notre association. Donc quand vous nettoyez là, c'est gratuit? Oui, c'est gratuit, c'est le bénévolat. Donc vous faites simplement pour avoir une matière première et pouvoir la transformer. Vous employez combien de personnes? 12. Elles sont beaucoup payées, d'étudiants. Payées par mois ou alors... Non, pas payées, non. Mais on les encourage avec quelque chose. Les étudiants, on travaille généralement avec les étudiants qui viennent travailler de temps en temps avec nous. Donc on doit les motiver. Il faut payer le taxi, il faut mettre un peu de crédit dans leur téléphone. C'est pas évident. Quand on écoute le prof, on a l'impression que le Cameroun n'a pas encore pris le problème à bras le corps et que c'est comme si le domaine de l'économie circulaire est à l'abandon. Chacun se débrouille comme il peut. Il me semble qu'il y a quand même une direction en charge des déchets au ministère de l'Environnement. Je me trompe peut-être, c'est bien ça. J'ai cru voir un directeur la dernière fois à l'ambassade. Qu'est-ce qui est... Il y a plusieurs...
Mais comment peut-on avoir des sous-directions sans avoir une politique générale? Est-ce qu'elle existe ou pas? Bon, vous n'êtes pas au ministère de l'Environnement, mais dites-nous quand même. Je suis environnementaliste de formation et je flotte aussi beaucoup avec le ministère de l'Environnement. Il y a une stratégie nationale de gestion des déchets. Elle existe, mais c'est à l'image de nos textes. Le Cameroun est reconnu, réputé même, pour ses beaux textes. L'application ou l'applicabilité a toujours des problèmes. C'est ça. Donc, ils sont déjà pas très connus. Maintenant, l'application reste vraiment sur le bas-côté. Donc, il y a une stratégie nationale, mais l'application n'est pas du tout conforme. Dans les pratiques, c'est totalement en déphasage avec cette stratégie. Et comment Namé Recycling se déploie? Alors, le déploiement de Namé Recycling, il faut le dire déjà, au début, on a également eu beaucoup de balbutiements. Nous sommes sur le terrain depuis exactement 2015 et on a dû apprendre de nos erreurs. On a pu, n'est-ce pas, à l'image d'un enfant qui fait les premiers pas, tomber puis se relever. Et finalement, aujourd'hui, on peut dire, nous commençons à retrouver véritablement la voie. Et comme vous le dites également, le terrain, il est encore vierge, pratiquement vierge. Parce que les gens, dès que vous vous êtes positionné sur une filière, la nôtre par exemple, c'est la filière déchets plastiques, dès que ça marche un peu, tout le monde veut plutôt copier ce que vous avez pris hier où il n'y avait personne. Alors qu'il y a plusieurs autres filières, plusieurs. Les déchets de bois, qu'est-ce qu'on en fait? Les déchets textiles. Vous voyez combien de couturiers on a au marché Mokolo, au marché central. Chacun a des chutes de tissus. Qu'est-ce qu'on en fait? Rien du tout. Alors qu'on peut imaginer, ça, ce sont des entreprises qui peuvent, n'est-ce pas, se créer. Qu'est-ce qu'on fait, n'est-ce pas, des déchets d'équipements électriques et électroniques? Il y a également un seul acteur qui s'est positionné là-dessus. Vous voyez un peu? Donc, les jeunes doivent, à côté de la formation, prendre l'initiative. Il faut être courageux, il faut se lancer. Il faut créer de petites entreprises. Elles seront petites au début, mais finalement, elles deviendront de grandes entreprises. Est-ce qu'il y a une incitation, peut-être fiscale, pour l'accompagnement de ceux qui... je ne sais pas si la loi des finances déjà... Philippe va nous rejoindre tout à l'heure pour nous éclairer sur la question, pour accompagner ces entreprises-là qui investissent dans le domaine de l'économie circulaire. Honnêtement, je ne voudrais pas encourager ceux qui voudraient se lancer à compter très rapidement sur ces accompagnements. Il faudrait être courageux, se lancer et certainement, comme l'appétit qui vient en mangeant, l'accompagnement elle trouvera sur le chemin. Ça, c'est le moins que je peux dire à propos de cela. On va écouter la dame avant de permettre à Philippe de venir nous retourner sur le plateau. Clean Up, comment vous faites? C'est Clean Up, j'ai pas mal prononcé, j'espère. Clean Cameroun. Clean Cameroun, d'accord. Oui, c'est une association qui compte environ 108 membres et 3000 bénévoles à travers le Cameroun. Et ils ont une page sur Facebook actuellement. Elle s'engage pour un Cameroun propre et avec des Camerounais de bonnes mœurs. Et c'est une association qui promeut dans le nettoyage, si je peux dire, qui s'inscrit en partie dans l'économie bleue, et une partie dans le recyclage. C'est-à-dire, on a le nettoyage des côtes, par exemple, qui avait eu lieu à Kribi pour l'atteinte d'une ligne de côte sans déchets. Il y a par exemple la journée mondiale de l'environnement, généralement le 5 juin, où Clean Cameroun s'active à travers ses bénévoles pour nettoyer l'environnement, les déchets plastiques, pour récupérer ces déchets plastiques. Il y a également à Garoua, où on a eu un nettoyage de cette zone-là, à Bibémi,
Bibemire et Angalbidje, voilà, je me retrouve. Et aussi, Clean Cameroun est aussi au cœur de la protection de l'environnement. Le souci, en fait, c'est que lorsqu'on récupère ces déchets et qu'on les recycle, plus tard, ils se retrouvent encore en grande partie dans la nature quand on se lasse de ces objets-là, de ces déchets. Et c'est-à-dire, il faut un suivi il faut que l'État puisse accompagner ces associations dans leur travail. Clean Cameroun a, je peux dire, essaye, c'est-à-dire de faire le mieux qu'elle peut pour pouvoir recycler. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en dehors, vous avez parlé des déchets que vous utilisez, mais qui se retrouvent encore dans la nature. C'est normal, non, c'est cyclique. Donc, même si ça ressort, c'est normal que ça revienne et que ça fasse à nouveau le tour. En dehors de cela, est-ce qu'il y a d'autres difficultés que vous rencontrez? Les difficultés rencontrées, c'est le fait qu'on ait les étudiants, en fait, en majorité aussi, ce sont des étudiants qui s'engagent. Et puis, bon, il n'y a pas une main forte pour les soutenir. C'est à peine le taxi. Et puis, bon, chacun s'engage volontairement. Donc, l'économie durable ne nourrit pas... Ce n'est pas encore ça. Bon, l'économie circulaire, je veux dire. On ne peut même pas encore dire que c'est une économie circulaire. C'est quoi alors? Potentiellement, ça dit qu'il y a des éléments qui démontrent que nous sommes dans une société très dynamique du point de vue de l'économie circulaire. Il y a beaucoup d'exemples. En termes de bonnes pratiques sur l'économie circulaire, il y a énormément d'acteurs qui travaillent, énormément. Ceux qui font des mamies à cocotte, ceux qui font plein de choses, il y a énormément de bonnes pratiques. Mais toutes ces bonnes pratiques sont dans l'économie informelle. Toutes ces bonnes pratiques n'ont aucun accompagnement structurel. Donc le problème de notre pays, c'est quoi? C'est de reconnaître une économie, reconnaître les acteurs, créer les conditions pour que le travail se passe dans de bonnes conditions dans ce domaine-là, accompagner ces acteurs à devenir des petites et moyennes entreprises. Alors Jean-Pierre, est-ce qu'on n'est pas là justement dans les prérogatives du ministère des PME? Alors, bon, moi je suis un chercheur, vous me posez un problème, moi je vous dis, en tant que chercheur, qu'est-ce qu'il faut faire? Le collègue a parlé de la stratégie, il y a une stratégie qui existe, elle est dépassée par rapport au contenu, elle est dépassée par rapport aux enjeux de 2030-2035. Donc on voit les villes qui sont sales, parce qu'effectivement, on ne sait pas quoi faire des déchets. Donc il y a un problème de précollecte. Le problème de précollecte, ça renvoie à l'économie circulaire. Donc en fait, le véritable problème, c'est quelle est l'orientation qu'on se donne en matière de politique. Ensuite, quelle est la meilleure stratégie qu'on met en place. Et puis, comment les acteurs travaillent sur le terrain, on coordonne tout cela. Après, qui doit intervenir? Au niveau de l'État, il y a déjà des acteurs qui commencent à réfléchir par rapport à ça. Nous, ce qu'on a constaté en tant qu'université, en tant que chercheurs, c'est qu'en fait, nous avons un potentiel énorme en matière de bonnes pratiques qui existent dans l'économie. Mais qui est mal exploité ou sous-exploité. Qui n'est même pas encore. On ne peut pas dire que c'est déjà exploité en tant que... Les acteurs se battent à leur niveau, créent des opportunités à leur niveau pour effectivement essayer de suivre. Or, le véritable problème qu'il y a, c'est quoi? C'est structurer le secteur. Okay? Accompagner la formation dans ce domaine, accompagner la création de très petites et moyennes entreprises pour l'instant. On a besoin de très petites et moyennes entreprises. Je vais vous prendre, allez au quartier Makéa à Douala. Le quartier Makéa, c'est la capitale du Cameroun en fabrication de mamie à cocotte. La capitale du Cameroun. Allez voir comment les gens vous fabriquent des mamies à cocotte. Selon vous, est-ce qu'il y a un mariage qui peut se faire au Cameroun, une autre qui peut se faire au Cameroun sans une mamie à cocotte? Non. Posez-vous la question, on les fabrique où? Dans l'informel. Et dans quelles conditions? Donc, en fait, vous avez comme ça plusieurs acteurs. Allez à Maroua, il y a le savon Galaka, que tout le monde utilise à Maroua. C'est fabriqué comment? Par les rejets de la soude de coton, qui sont recyclés par les femmes pour fabriquer un savon. Un savon qui aurait pu être le savon de Maroua, dans un contexte plus approprié. Hein? Donc, il y a un problème d'accompagnement. Et quand on parle d'accompagnement, on ne demande pas, ce n'est pas des projets de plusieurs millions de francs CFA. C'est plus simplement dire, on reconnaît les acteurs, on les accompagne, et que les acteurs progressivement entrent en puissance en réalisant leur activité,
et que les acteurs et que les populations se reconnaissent par rapport à ces activités. Et c'est comme ça qu'on aura un contexte qui est beaucoup plus fluide, hein, et qui est séduisant du point de vue de développement durable. D'accord. On va permettre à Philippe Soua de nous retrouver. On prend une légère transition à la régie, on se retrouve derrière. Bonsoir Philippe. Bonsoir Ernest. Comment vous allez? Je vais bien. Journaliste économique, merci d'être avec nous ce soir. Vous avez suivi le débat, vous étiez là avec nous au studio. Quelles sont selon vous les problématiques autour de l'économie circulaire au Cameroun? Le prof a déjà relevé l'absence d'une politique générale, l'absence, la non prise en compte de l'économie circulaire dans la SND 30. Mais au-delà de ça, on note quand même qu'il y a, tout se passe dans, il y a comme une sorte de vide. Et chacun se débrouille comme il peut. Oui, enfin, je crois que le prof peint là une réalité qui est caractéristique même de l'économie, avant qu'elle soit circulaire, de l'économie camerounaise, qui, donc, une grande part est marquée par l'informalisation des activités. Mais je retiens de ce que le prof a dit, de ce que monsieur a indiqué tout à l'heure, qu'il y a, disons qu'il y a eu comme un ralentissement ou un arrêt. Il y a une prise de conscience. Au départ? Oui, au niveau du ministère de l'Environnement, parce qu'il y a une stratégie sur la gestion des objets, qui, là-dedans, on a une typologie. On a commencé avec une caractérisation, les objets, les déchets ménagers, les déchets industriels, les bouts de vidange, et ce qu'on devrait en faire. Par la suite, il y a eu un projet d'une bourse nationale des déchets, qui devait permettre justement de commencer à établir une espèce de connexion entre ces différents acteurs pour précisément donner naissance maintenant à une économie circulaire, de sorte que ceux qui produisent les déchets, ceux qui les récupèrent, ceux qui les recyclent, en fait, qu'il y ait cette circulation justement des déchets. C'est un projet qui a été lancé en 2017. Les dernières informations, quand je me suis intéressé au dossier, indiquaient que le projet était au service du Premier ministre en 2018. Donc on attendait maintenant la sanction de la très haute hiérarchie. Et depuis, malheureusement, on n'a plus de nouvelles. Il n'a pas estimé nécessaire de faire avancer le dossier. Donc, parallèlement, il y a eu un avant-projet d'une loi sur la fiscalité environnementale, qui devait permettre donc de baliser l'accompagnement qui peut être apporté aux différents acteurs en fonction des segments dans lesquels ils se trouvent, parce que, on va dire, dans le cadre actuel, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé, on va dire peut-être de pénaliser un peu la production des déchets. Par exemple, on a institué un droit d'assise sur l'utilisation de la production des bouteilles plastiques ou des matières plastiques d'une manière générale, de manière à inciter les industries à utiliser d'autres matières ou à utiliser moins le plastique. On leur a demandé de récupérer pour faire une espèce de compensation de ce qu'ils devraient payer s'ils n'avaient pas récupéré. Et je crois que c'est dans ce sens que les entreprises comme NAME se situent, c'est-à-dire que c'est des espèces, on va dire quoi, des sous-traitants, des producteurs de matières plastiques, et ils trouvent donc des accords pour faire une espèce de balance. Malheureusement, là encore, cet avant-projet a été transmis, n'est-ce pas, à ma connaissance à la présidence en 2018. Il n'est jamais sorti, donc n'a jamais été transmis au Parlement. Et donc, le mouvement qui a été fait entre 2015 et 2018 s'est ralenti ou bien s'est arrêté
On ne sait pas trop pourquoi. Donc, je crois que c'est à ce niveau que se situe la structuration, parce que maintenant, il y a effectivement les acteurs, mais qui sont encore dans l'ordre du bénévolat, qui sont encore dans l'ordre de la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, bref, qui sont encore dans une démarche volontariste. On n'y est pas encore vraiment dans le sens de l'économie, c'est-à-dire dans la recherche d'un intérêt ou dans la production d'une richesse. C'est-à-dire on ne voit pas encore les déchets comme une matière première qui peut être exploitée pour produire un service ou un produit. C'est encore fait dominer par, c'est pour cela que c'est encore dominé par les ONG, les associations, bref, la société civile. Il n'y a pas d'entreprise. Ce n'est pas encore vraiment dans la logique entrepreneuriale. Donc je crois que c'est à ce niveau. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que ça aurait été bien si le ministère était représenté. On a appelé M. Amadou, il nous aurait indiqué qu'il aidé n'était à pas comprendre. disponible ce soir. Je me souviens que il y a quelques années, à l'école des travaux publics, justement, il y a eu un grand travail, une réflexion sur cette problématique. Je peux ajouter que, par exemple, une entreprise comme Isacam, qui est celle qui s'occupe du ramassage des ordures dans ce qui se fait actuellement un peu, on va dire de manière un peu moderne, a essayé de valoriser les objets, les déchets par un projet de production d'électricité. Je crois que ça n'a pas encore été finalisé, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé à la production réelle de l'électricité et donc à une vente pour que cela puisse générer, parce qu'après maintenant, il y a quelques contraintes d'ordre pratique entre les différents acteurs. Là, il y a aussi d'autres budgétaires. Alors, dites-nous, là, je vous ai suivi à l'ambassade de Belgique, vous parliez notamment de la responsabilité. Le professeur a longuement parlé de celle de l'État, lui également, et ces mesures qui tardent à être implémentées. Mais au-delà, vous avez parlé de la responsabilité en entreprise qui a été évoquée déjà par le prof, qui disait que celui qui pollue doit également payer, et les responsabilités individuelles. Quels sont les mécanismes mis en place? Est-ce que les mécanismes pour la sensibilisation? On a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui n'intéresse personne. Quand on parle de l'économie circulaire et ça ne dit rien aux gens, on a l'impression que la planète est là et qu'on dit la journée mondiale de la Terre, ça n'intéresse personne. On a l'impression que tout va bien, que parfois on nous parle même de l'économie verte, ça n'intéresse personne. On se dit, bon, c'est peut-être bien pour le Sahel, là où il n'y a pas les arbres. Qu'est-ce qui est fait? Quel est le message que vous pouvez passer aujourd'hui à ceux qui nous suivent pour qu'ils comprennent qu'il est important de protéger la nature et réutiliser les déchets qui sont produits? Ok. Alors, déjà, je vais toujours m'appuyer sur ce que le prof a dit d'entrée de jeu. Ah, il est votre enseignant, c'est ça? Non. Parce que j'ai l'impression qu'il vous a... Non. C'est complémentaire. Tout à fait. La science, elle est universelle, tout simplement. Donc, le principe de la Terre infinie a montré ses limites. Les gens sont allés dans une logique du caractère infini des ressources naturelles. Et nous nous sommes bien rendus compte qu'en pensant comme cela, on se butait très rapidement. Il y a des ressources qui commencent véritablement à disparaître. Je prends l'exemple de certaines espèces animales ou végétales dont la biodiversité s'appauvrit et c'est avéré. Nous savons également que les scientifiques défendent de bec et ongle que la Troisième Guerre mondiale sera la guerre de l'eau. Pourtant, pour le citoyen lambda, l'eau abonde. Elle surabonde même peut-être. Je pense qu'on a déjà un cliché entre je crois que c'est l'Égypte et l'Éthiopie. Voilà, très bien. Le Nil. Le Nil, au sujet du Nil. Vous voyez que c'est des tensions vives et ce n'est pas un exemple isolé. C'est pas loin. Si juste le Cameroun a manqué de peu avec le Nigeria. Très bien. Et même avec le Tchad. Le lac Tchad, c'est un Carpathien. Sur le Logone. Voilà, le Logone et même le lac Tchad. Donc, vous vous rendez bien compte que les ressources naturelles, eh bien, elles sont finies. Elles sont épuisables. Donc, il est donc, à partir de cela, plus qu'important, sinon nécessaire même, de chacun, à son niveau, d'agir de telle sorte à préserver la mère nature.
à préserver la mère nature. En développement durable, on dit souvent pensée globale, agir local. Donc chacun à son niveau doit faire le peu qu'il... Hein, parce que c'est là, on y est. Mais comment on préserve si on ne sait même pas que ce qu'on fait on est en train de détruire ou utiliser de manière abusive? Et c'est peut-être là le rôle de la sensibilisation. Hein? Si les gens ne savent pas que laisser l'ampoule allumée, c'est un problème, allez-y donc. Monsieur Obama, je crains que ce soit une belle excuse. C'est-à-dire, on sait toujours quand on fait mal. Même dans la Bible, je crois que quelqu'un a demandé à Jésus, Maître, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, vous le savez. Vous savez. On ne peut pas ouvrir un robinet, laisser de l'eau couler et aller avoir la belle excuse qu'on ne savait pas qu'on faisait mal. On vous dira que c'est mon compteur tourne, c'est moi qui l'ai payé. C'est mon problème. Alors, c'est mon problème, voilà l'excuse. Et ça c'est justement l'un des pièges dans lesquels les gens tombent. À savoir que ce qu'ils payent ne représente que... Ce n'est pas la valeur. Ce n'est pas la valeur de ce que vous payez. C'est juste une contribution. C'est une sorte de... Je pourrais même dire de compensation. Parce que si vous prenez une bouteille d'eau, quand vous avez soif, quand vous prenez une bouteille d'eau, que vous affichez à acheter, je ne sais pas moi, 350 francs, 400 francs, est-ce que vous croyez que c'est vraiment la valeur de cette eau? Non, elle n'a presque pas de valeur, puisqu'on le dit, l'eau c'est la vie. Donc quand vous prenez chaque fois que vous buvez de l'eau, c'est comme si vous buviez de la vie. Je sors d'un contexte où j'ai été obligé, n'est-ce pas, de faire un don de sang pour aider une malade, voilà. Vous croyez que parce que vous avez payé 17 500 francs, ça vaut vraiment ça? Ça n'a pratiquement pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc, nous devons sortir de ces idées selon lesquelles c'est mon argent, j'ai payé pour ça, donc c'est mon compteur, je peux faire tourner. Non. Donc, et là, je félicite beaucoup BNews qui prend, n'est-ce pas, le devant pour sensibiliser. Nous devons communiquer. Je félicite aussi au passage l'ambassade de Belgique qui a pris l'ambassadeur nous suit. L'ambassadeur, monsieur, voilà, son excellent monsieur Jacquemin, à qui nous faisons un clin d'œil. Donc, vous voyez, il faut absolument des gens qui vont prendre le lead pour défendre, pour communiquer, pour sensibiliser, pour éduquer. Donc, je voudrais que au niveau même du primaire, vous savez, quand on veut impulser une dynamique de changement, il n'y a pas meilleure cible que les jeunes. Les adultes, ils ont terminé leur processus de socialisation et pensent qu'ils savent tout. Alors que l'enfant, vous lui dites non, on ne fait pas ça et il va retenir et il va véritablement faire l'effort de mettre cela dans ses pratiques. Donc, il faut absolument faire quelque chose. Nous devons mettre cela dans les programmes scolaires. Il faut mettre cela dès le bas âge, oui. C'est très important. D'accord. C'est vous qui avez la parole, vous allez le dire une seule fois. Est-ce qu'on peut faire un lien entre l'économie circulaire, globalement atteindre l'économie durable et la protection de la nature? Je pense qu'on y est. Alors, si on y est, si c'est le cas, qu'est-ce que ça vaut, nos petits efforts quotidiens face à ceux qui polluent de manière extraordinaire le monde entier? Bon, je crois qu'il y a deux situations. La première, pour revenir à ce que vous étiez en train de dire, la question de l'éducation est centrale. Ouais. Et en matière d'éducation, il y a déjà un ODD qui le prévient. En fait, on doit faire l'éducation de développement durable. Éducation de développement durable. EDD, éducation de développement durable. D'accord. En principe, si toutes les écoles faisaient l'éducation de développement durable, dans l'éducation de développement durable, vous avez l'éducation à l'environnement. Si dans toutes les écoles, on avait des programmes scolaires qui orientaient, qui obligeaient le nombre d'heures à faire en éducation de développement durable, et avec la décentralisation, on demandait aux collectivités territoriales décentralisées d'utiliser les ONG locales pour la sensibilisation par l'action, beaucoup de choses vont changer. Parce que les maîtres d'aujourd'hui ne sont pas préparés à éduquer au développement durable parce qu'ils n'ont pas été formés eux-mêmes. Par contre, une ONG militante qui sait faire son boulot, comme les océans, voilà. Oui, justement, peut arriver dans une école, mobiliser les élèves, faire la sensibilisation, ils font la descente sur le terrain, voient effectivement comment on nettoie, ça reste dans l'esprit de l'enfant. Donc c'est clair, on a un problème. L'éducation au développement durable n'est pas, nous sommes aussi dans une phase initiale où au niveau des ministères concernés,
on débat sur la question, mais il faut aller vite. Parce que par rapport au niveau de l'UNESCO, on va très vite aujourd'hui. Hein, le progrès qu'on a fait en matière pédagogique et didactique, sur les questions éducatives, sur l'intégration du développement durable dans l'enseignement, de manière transdisciplinaire et interdisciplinaire, est tel que nous avons besoin de ça. Parce que tout ce que vous parlez aujourd'hui là, tout ce que vous posez comme problème, la sensibilisation, bien entendu, elle part d'abord de l'école. Mais on ne va pas inventer des enseignants. On doit étudier les enseignants qu'on a. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut révisiter les programmes. Il faut faire les recyclages des enseignants. Il faut faire à ce que le mouvement associatif aille vers l'école. Et qu'au niveau des CTD, il y a une véritable sensibilisation. Voir par exemple que la journée mondiale de l'environnement soit une journée qui est fêtée dans les villes à travers la contribution des écoles, des enfants qui défendent la nature, qui défendent l'environnement. C'est le premier problème. Parce que, écoutez une chose, hein, si vous voulez qu'il y ait tri des déchets, ce n'est pas vous qui le ferez, M. Bamachevo. Non, 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 non. Ça sera très difficile. Votre enfant, quand il aura compris comment ça fonctionne, il va vous dire, papa, il faut le faire. Sinon, à l'école, ma maîtresse ne sera pas contente. Je dois lui dire, qu'est-ce qu'on a fait en matière de tri des déchets. Donc, si vous apprenez aux enfants comment on trie le déchet, et qu'au même moment, vous introduisez dans les maisons, ok, le tri, les enfants vont le faire. Donc, il y a un problème. L'éducation, ça va de pair avec les politiques publiques qu'on met en place. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'en fait, nous sommes coincés parce qu'il y a une volonté politique d'engager, de faire la réforme. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est comment la faire pour qu'on aille vite et on soit au rythme des autres. Voilà. Et donc, c'est à ce niveau qu'il y a tout un travail à faire. Et les questions environnementales, elles sont centrales. La question de la fiscalité, par exemple. La question de la fiscalité. Vous ne pouvez résoudre la question de la fiscalité qu'au niveau local. Le citoyen lambda habite quelque part. Et quand il produit ses déchets, c'est dans un territoire bien précis. Donc, il est géolocalisable. Si une commune décide d'appliquer le principe pollueur-payeur à 800 ménages, à 1500 ménages, à 3000 ménages qui sont géolocalisés, mais écoutez, les gens payeront la taxe de déchets normalement. Ce n'est pas normal que l'État supporte le paiement des déchets, la taxe des déchets. Ce n'est pas normal. Le problème des déchets n'est pas un problème national, c'est un problème local. Il y a la politique qui oriente et après les CTD appliquent ce qui est demandé. Dans le principe pollueur-payeur, vous voyez très bien que si on implique les collectivités territoriales décentralisées et on est rigoureux par rapport aux entreprises, parce que les entreprises sont un peu n'importe quoi en matière, n'est-ce pas, de pollution. Si on est beaucoup plus strict, on applique le principe pollueur-payeur avec les entreprises, on oblige aux entreprises d'internaliser leur externalité, vous verrez bien que progressivement, les acteurs auront beaucoup de travail à faire. Et demandez aux entreprises, par rapport à la responsabilité sociétale, de financer les activités des associations, du mouvement associatif. Et oui, parce que c'est trop facile de dire on est une entreprise éco-responsable. Mais alors, avec n'est-ce pas, les parties prenantes, mobilisez-vous, investissez, accompagnez les organisations qui font un travail remarquable de bénévolat et qui ont besoin d'un accompagnement. Ce n'est pas ce qu'on voit exactement sur le terrain. On voit des acteurs qui s'impliquent, mais qui ont l'impression qu'on les abandonne au territoire. Et qu'on les abandonne le terroir. Regardez les éco-chiffonniers. Le nombre de personnes, tous les jours, qui passent de poubelle en poubelle, hein, aller chercher le bon déchet qu'on doit, n'est-ce pas, valoriser. Ça devrait nous interpeller. Ce ne sont pas des fous. Ce sont des gens qui ont compris que les déchets sont une ressource, sont une matière première à valoriser. Qu'est-ce qu'on fait? Le métier d'éco-chiffonnier, on veut l'avoir ou pas? On a inventorié effectivement les métiers verts, les métiers durables qu'on devrait accompagner. Le cordonnier devrait être formé pour faire bien son travail. Alors quand on dit qu'il faut réduire la production des déchets, pour réduire la production des déchets, écoutez, au Cameroun, 80% des déchets sont des déchets fermentescibles. Ça veut dire qu'en langue simple, vous les abandonnez, vous revenez un mois après, c'est bien un déchet. Alors, si c'est 80% qui sont fermentescibles, et on vous dit que là, ils sont fermentescibles et produisent quoi? Et peuvent permettre de produire de l'engrais. Hein? De l'engrais. Écoutez, pour un pays qui veut être un pays agricole, est-ce qu'il y a une réflexion à faire? Il n'y a pas de réflexion à faire. L'option est là. Les 80%, si on prend ne serait-ce que 40%, et on fait du compost, on alimente notre agriculture. On n'a pas besoin de prendre la matière organique pour, n'est-ce pas, récupérer de l'énergie.
On n'a pas besoin. On a besoin d'accompagner l'agriculture. On a besoin d'une agriculture qui est une agriculture bio. Et par conséquent, on devrait rapidement rendre nos vies propres si on prend d'autres options en disant on fait le tri, la matière organique, elle va au compostage, le reste, elle va en décharge. D'accord. Vous verrez que la situation serait mais prof, oui. c'est tellement beau et agréable à l'écoute tout ce que vous dites, mais les collectivités territoriales décentralisées, à la tête on a qui? On a un maire. Oui. Qui ne comprend rien à la problématique de l'économie circulaire. Oui. Et c'est là où je suis peut-être d'accord avec vous sur le centre qui doit être l'éducation. Et même à ce niveau, j'ai l'impression qu'on a pris le chemin inverse. On a commencé par le haut, alors qu'on devrait commencer par le bas, comme il le propose. Si, dès le bas âge, dès la CIL, on dit qu'il y a une matière qu'on appelle l'environnement, comment la protéger? Comment le protéger autant pour moi? Au fur et à mesure que l'enfant avance, on lui donne des modules avancent et on peut avoir un bac sur l'environnement. Spécialiste bachelier, spécialité environnement. Celui-là, s'il ne poursuit pas ses études au supérieur, il peut être utile à la collectivité. Mais malheureusement, j'ai l'impression que cette problématique, elle ne doit pas seulement être portée par le ministère de l'Environnement. C'est une problématique qui est plurielle. C'est tout le gouvernement qui devrait la porter. Je me trompe peut-être Non, parce qu'il y a effectivement un enseignement sur l'environnement dans le cursus scolaire déjà. Cependant, il n'est pas centré sur l'économie circulaire. Il est encore dans ce que nous appelions la protection de l'environnement. C'est-à-dire... Alors que c'est une problématique qui est dépassée. Oui, voilà. Donc maintenant, il faudrait justement aborder la question sous cet angle-là. Et sur les problématiques que le prof a évoquées, cela appelle malheureusement une réforme, y compris par exemple de la fiscalité. Cela demande que la décentralisation soit pas seulement accélérée dans le sens du discours, mais dans la pratique. C'est-à-dire que, par exemple, on a un gros problème dans la gestion j'allais dire dans le ramassage des ordures, simplement parce que la fiscalité n'est pas appropriée. C'est-à-dire que si vous avez une unité industrielle qui est installée dans une commune A, mais dont le siège, c'est-à-dire qui mène ses activités dans une commune A, mais dont le siège est plutôt dans une commune B, elle paye ses impôts dans la commune B, où là-bas elle ne produit aucun déchet, mais la commune A qui abrite ses usines, où elle pollue, elle ne reçoit aucune taxe de cette entreprise. Résultat, vous avez donc des communautés urbaines, par exemple, en tout cas les villes, qui ont beaucoup de ressources, parfois qui n'ont pas les dommages des unités qui se font plutôt ailleurs. Et donc, dans le cadre justement de la loi sur la fiscalité environnementale, voilà les problématiques qu'il fallait. Mais, comme vous savez, quand vous parlez de fiscalité, vous parlez des sources, quand vous parlez de décentralisation, vous parlez de transfert, pas seulement des compétences, mais des ressources, et c'est là où ça commence à coincer souvent. Il se trouve que malheureusement, au niveau du gouvernement, certains ministères, certaines administrations, certains responsables ne comprennent pas très bien comment on va envoyer 2 milliards à une commune. Enfin, quand même, pour une commune, 2 milliards. Il faut déjà voir combien s'élève le budget du ministère de l'Environnement cette année. Hein. Je pense que ce n'est pas terrible. Ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas cela qui est important. C'est-à-dire que ce n'est pas le budget du ministère de l'Environnement qui devrait financer ces activités. Mais c'est la fiscalité qui est liée à ces activités qu'il faudrait réorienter. Et je crois que c'est à ce niveau que tout cela a commencé un peu à coincer. Parce que si vous prenez seulement le ramassage des ordures, eh bien, là où on a eu ISACAM, c'est pour le moment, c'est seulement dans 17 villes du Cameroun. Et encore que les 17 villes n'arrivent pas à payer la prestation, l'État est obligé, n'est-ce pas, de contribuer pour pratiquement 85%. On a institué une taxe pour faciliter, de sorte qu'on puisse mobiliser les ressources pour permettre à ISACAM de ramasser. Mais ce n'est pas suffisant. Et donc, on a pensé à réorienter, sauf que ça demande une réforme plus globale, parce qu'on ne va pas seulement réorganiser la fiscalité
pour cette problématique, il faut la réorganiser d'une manière globale. Et vous avez remarqué que malheureusement, depuis 10 ans que nous sommes dans le transfert de compétences, on n'est pas fini. Nous sommes allés à une échelle supérieure, maintenant on est au niveau des régions. Ça fait 3 mois que les régions sont là. Elles n'ont pas encore reçu le moindre copec pour fonctionner. Parce qu'en ce moment-là, il faudrait créer des synergies pour que... Parce qu'une ville comme Yaoundé, vous avez toutes les ordures qui sont produites à Yaoundé ne sont pas traitées. Le dépôt n'est pas à Yaoundé. La décharge est dans une autre commune qui, si maintenant on entre dans cette logique-là, va certainement demander à recevoir une compensation pour ce dommage qui lui est causé maintenant en ce moment. Donc je crois que ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un gouvernement qui ne soit pas, enfin qui ne donne pas seulement l'impression d'être conscient de cette problématique, parce que, et comme monsieur indiquait, c'est quand on a des inondations ou des éboulements qu'on commence à rechercher les causes, et on se rend compte que c'est parce qu'on a laissé les gens déverser les ordures dans les rigoles, parce qu'on aurait pu récupérer. Quand on voit les poubelles qu'on préfère, sur lesquelles on peut mettre le feu, parce qu'on estime que peut-être... Donc il y a un ensemble de choses qu'on peut faire. On a pensé à un moment effectivement d'instituer une taxe au niveau des ménages pour les encourager, n'est-ce pas? Et puis, vous savez, la préservation de la paix sociale et tout le reste là, on a préféré plutôt mettre un droit d'assise qui fait en sorte que, bon, le citoyen ne voit pas très bien sa responsabilité, ce qu'il peut faire. Et donc, c'est plutôt maintenant ramener au niveau de la propriété, de l'assainissement, au niveau du ménage. Donc, il y a quelque chose à faire à ce niveau. Mais pour cela, il nous faudrait au gouvernement et dans les collectivités des gens qui soient sensibilisés. Et les fonctionnaires, je crois, dans l'implication d'autres acteurs comme la société civile, soit qu'il y a un petit blocage à intégrer les compétences qu'il y a au niveau de la société civile dans l'élaboration d'un certain nombre de textes, que ce soit la Bourse nationale des déchets, que ce soit la loi sur la fiscalité. Dans un premier temps, on fait une espèce d'appel à contribution, et après, quand il faut maintenant aller aux arbitrages, où précisément il faut donc des militants pour expliquer. À ce moment-là, ces gens ne sont plus associés, et donc à un certain moment, on arrive et puis il n'y a plus tout à fait la compréhension qu'il faut sur les enjeux, sur les risques, sur les opportunités, et parfois on a des textes qui... Je voulais réécouter la dame qu'elle nous disait un peu à l'IRI, qu'est-ce qu'on vous enseigne? Nous enseigne pratiquement beaucoup de choses dans le développement. Du moins, en ce qui concerne l'environnement, oui, concrètement. Oui, la coopération internationale, le management environnemental et l'action humanitaire. Donc c'était un cours qui est beaucoup plus axé sur la diplomatie de l'environnement, peut-être? Non, en fait, puisque c'est moi le responsable pédagogique de ce master. Ah d'accord, allez-y. Voilà. C'est depuis 10 ans que ce master existe. Je crois que c'est l'un des meilleurs masters du Cameroun. Et là aussi, en fait, en tant que migrant, j'ai pris conscience du problème. Parce que vous êtes migrant? Je suis, puisque moi je vis en Italie. Donc, d'accord. Depuis 25 ans, je vis en Italie, et donc moi je fais la migration circulaire. Donc, ce sont des opportunités que j'ai développées en tant que migrant au Cameroun. Et l'Institut des relations internationales du Cameroun a effectivement a collaboré pour la mise en place de ce master. Et aujourd'hui, c'est un master qui fonctionne très bien au sein de cette institution. Les étudiants qui font management environnemental, alors qu'est-ce qu'on fait comme formation? En management environnemental, on fait la RSE. On fait le management durable. Ce que c'est que être manager de la durabilité. On aborde également toutes les questions qui concernent les certifications ISO. ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000. Autre élément qu'on apprend, la mobilité durable. Comment on conçoit une stratégie de mobilité durable au sein d'un territoire. Ensuite, il y a une formation sur la rudologie. La rudologie, c'est la science des déchets, de gestion des déchets. Et voilà disons, en dehors de ça, vous avez toute une formation de base sur la planification stratégique. On ne sait plus aujourd'hui parler de développement durable sans faire la planification stratégique. Le problème que nous avons dans notre pays, dans d'autres pays africains, c'est que pendant très longtemps, on n'a pas planifié. Et donc, maintenant, repartir sur la planification, c'est difficile parce qu'on avait perdu l'esprit de planifier. Or, la planification est indispensable. Et puis après, il y a une formation aussi intéressante qui est sur l'ingénierie de développement durable. Sans oublier les études d'impact sur l'environnement,
qui sont également abordées dans le cours de cette formation, sans oublier les formations sur la gestion durable des forêts. C'est également un problème énorme. Parce qu'il lui parlait tout à l'heure des générations futures. On doit se poser une question. Est-ce que notre forêt, on a fait suffisamment de réflexion pour dire qu'est-ce qu'on laisse aux générations de 2100 ? 2100, ça veut dire qu'il faut calculer aujourd'hui et se dire, voilà le stock de ressources, par rapport à ce stock de ressources, par rapport à ceux de 2100, voilà le stock qui est réservé. Quel que soit le problème, quelle que soit la famine des Camerounais, ce stock, il doit rester là pour les générations futures. Si vous ne faites pas ce genre d'opération, c'est un problème. Regardez les questions qui concernent effectivement l'eau. Il disait tout à l'heure, on a l'impression que nous avons tellement de l'eau, mais ce n'est pas vrai. C'est vrai, mais quand on regarde la pollution des eaux en milieu urbain, on voit très bien que nos villes ont de moins en moins de cours d'eau et les cours d'eau sont pollués. Et comment faire pour gérer une ville sans, n'est-ce pas, tenir compte de ça? Et ça renvoie à une autre question. Vous ne savez pas faire l'économie circulaire sans l'urbanisme. L'urbanisme est central. Quand vous parlez tout à l'heure de l'économie de la fonctionnalité, vous la faites parce que vous avez créé un contexte. Quand vous parlez de l'économie industrielle, comment faire pour que les entreprises se mettent ensemble de manière complémentaire pour que les déchets de l'un soient les ressources pour l'autre? Si vous n'avez pas un plan d'urbanisme qui est bien fait, qui intègre ça, qui laisse ces espaces-là, ça ne va pas fonctionner. Donc on est dans une thématique qui est très délicate, très technique, et qui voudrait qu'il y ait toute une réflexion d'ensemble. Et tous les pays industrialisés qui sont aujourd'hui en train de faire de bons dans ce domaine. Lesquels par exemple? La France, la Belgique, l'Italie. Partout maintenant, on a centré tout sur l'économie circulaire. Oui, on a les pays nordiques, ça c'est même encore autre chose. On a orienté tout sur l'économie circulaire parce qu'ils ont fait une loi sur la transition énergétique, certains sur la transition écologique, pour s'arrimer par rapport à cette nouvelle économie-là. Si vous ne faites pas ça, après c'est très difficile. L'éco-conception, qui est encore très important, c'est-à-dire quoi? Passer de l'idée qu'on ne fabrique plus un produit pour le fabriquer. Quand on fabrique un produit, on intègre qu'à la fin, il doit être 100% recyclable. Vous verrez, dans 20 ans, dans certains pays, ce sera terminé avec les produits que vous voyez aujourd'hui. On est dans une autre phase. On forme aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs des ingénieurs éco-concepteurs. On vous dit, ça, à la fin, tout ça doit être 100% recyclable. Ce qui fait que quand c'est terminé, on sait comment toute la chaîne de recyclage commence. Vous voyez très bien que nous, on ne se pose même pas encore ces questions. On doit se poser ces questions parce que quand le chef de l'État dit il faut qu'on soit émergent en 2035, l'émergent en 2035, vous l'avez si tous ces éléments-là, vous les introduisez. Sinon, ça vous bloque l'émergence. Ça vous bloque. Parce que tous les niches potentiellement indispensables pour créer de l'emploi, vous ne les créez pas. Je prends l'exemple des marines à Colcotte. Vous avez une expertise technique qu'on ne rencontre nulle part. Mais elle est formée où? Nulle part. Nulle part. Mais pourtant, on sait très bien qu'il y a une économie autour de ces marmites. C'est un exemple que je prends. Je peux vous prendre comme ça des centaines de cas. Alors, moi, en ce qui me concerne, dans les recherches que je fais avec d'autres collègues, on a codifié le savoir-faire que ces acteurs, n'est-ce pas, de l'économie circulaire informelle ont. Parce que c'est à partir de la codification qu'on peut après mettre en place tout le reste. Aller à Douala, les Silembrook, il y a plein d'initiatives, il y a plein. Ces acteurs ne demandent que d'être accompagnés convenablement. Moi, je crois que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème qui est de type structurel. On comprend très bien que l'État a pris des engagements. L'État doit savoir comment caler tout cela pour que des choses soient bien définies. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin de la force qui provient surtout également des jeunes. Parce que nous formons des ingénieurs. Nous formons des experts sur des questions environnementales. Il faudrait donc qu'il y ait une mise en synergie de tout cela. Et surtout, il faut également qu'on quantifie le besoin réel dans ce domaine. Vous savez, ces métiers-là, il faut quantifier quel est le capital humain qu'on a besoin dans ce domaine. Parce que si vous ne quantifiez pas, vous ne pouvez pas. Son domaine, par exemple, c'est un domaine qui porte à 10 millions d'autres domaines. La fabrication des tables, la fabrication des tuyaux pour le BTP et ainsi de suite. Son domaine, si vous prenez le plastique, vous l'amenez là-bas. Avec ce plastique, on est capable de fabriquer plein, même les vêtements. Même les maisons. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si vous ne vous dites pas, j'ai pris l'option d'investir dans ce domaine, d'accompagner les acteurs dans ce domaine, parce que c'est une économie qui est d'ailleurs endogène. Parce que les acteurs sont ici,
Les acteurs vivent ici, utilisent le savoir-faire d'ici, et puis leur avenir, c'est ici. Donc quand vous investiguez là-dessus, vous êtes dans un domaine sûr. Ce n'est pas des gens qui vont fuir pour aller partir ailleurs. Ils sont dans leur projet et méritent tout qu'un accompagnement. Moi, je crois que l'État gagnerait à s'intéresser véritablement de l'économie circulaire à travers un débat de fond. D'accord. Je pense qu'on y est. C'est un début aujourd'hui. Peut-être qu'on aura une tribune pour en parler. Le mot de fin, peut-être, est-ce qu'il y a un message aujourd'hui à passer aux Camerounais sur la question? Oui, aux Camerounais, je commencerai par les pouvoirs publics pour dire qu'il est grand temps que l'on cesse de mettre les problématiques environnementales en arrière-plan. À l'occasion des journées, hein, on ne le fait que de manière sporadique. On va dire journée mondiale de l'eau, rapidement on va faire du saupoudrage. On va dire journée mondiale du recyclage, rapidement on va faire des photos avec les déchets. On va dire journée mondiale de la terre, etc. Donc il faut que nous prenions à bras le corps ces problématiques et que l'on comprenne qu'elles nous suivent au quotidien. Ça, c'est au niveau des pouvoirs publics. Donc, il faut organiser les secteurs. Les plus courageux ont commencé. Parce qu'il faut le dire, tous ceux-là qui ont fait de l'entrepreneuriat vert, c'était beaucoup de courage. Parce que vous arrivez dans un secteur qui n'est même pas organisé, qui n'est pas codifié, qui n'est pas réglementé, etc. Mais vous essayez, à l'intérieur de ce brouhaha, de vous faire un chemin. Ça nécessite du courage. Donc, j'interpelle l'État à prendre véritablement un rôle paternel, parce que la responsabilité première incombe à l'État. J'interpelle naturellement les entreprises, parce que vous avez suivi avec moi à l'ambassade de Belgique les brasseries du Cameroun, sans publicité, qui disaient que par bouteille, une seule bouteille plastique, on les taxait 15 francs. 15 francs par bouteille plastique, ce qui représente, le monsieur disait, 2,7 milliards, donc pratiquement 3 milliards que la SABC verse annuellement à l'État. Alors, à quoi sert cet argent? Alors, c'est justement le nœud gorgien du problème, parce que l'argent qui est... effectivement, l'économie circulaire pouvait s'autofinancer sans avoir besoin des subsides de l'État. Mais où part, regardez, une seule entreprise, pratiquement 3 milliards de francs CFA. C'est énorme pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter une bouffée d'oxygène aux entreprises, à ceux-là qui œuvrent sur le terrain. Aujourd'hui, on confond pratiquement les acteurs de l'économie circulaire à des fous. Parce que c'est pas organisé. Peut-être parce qu'on les voit devant qu'on les voit aller patauger dans les trains pour chercher les bouteilles plastiques et vous voyez, eux-mêmes ils ont honte parce que c'est pas reconnu. Vous voyez quelqu'un et puis vous êtes obligé de tourner la tête parce qu'il ne faut pas qu'il vous voie dans ce genre. Personne ne veut dire je travaille dans l'économie du déchet. Personne n'a le courage de le dire, etc. Donc, au niveau maintenant des populations, je voudrais les interpeller, le citoyen lambda, à appliquer chacun à son niveau les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets, par exemple. Et attention, quand je parle de déchets à répétition, ça pourrait faire croire que l'économie circulaire ne concerne que les déchets. Que non. Les 7 piliers, vous avez vu, on part depuis l'offre des acteurs économiques jusqu'aux consommateurs et les déchets qui peuvent être produits par ces acteurs économiques et par les consommateurs. Donc c'est un changement de paradigme qui concerne et l'énergie et les procédés de fabrication, d'où l'éco-conception, et les comportements même de consommation et la gestion des déchets. Donc chaque citoyen doit à son niveau œuvrer de manière à avoir une empreinte écologique la plus faible, n'est-ce pas, à ce que ces activités soient les moins impactantes possibles pour l'environnement. Merci beaucoup. Je suis vers ce jour chez nos confrères de France 24 on a montré un jardinier qui arrose son jardin avec avec des urines. Apparemment, cela... Allez-y. Oui, là, c'est effectivement, tout cela, ça fait partie de l'ingéniosité, ça fait partie des innovations qui permettent aujourd'hui, qui sont aujourd'hui en train d'émerger. Parce qu'on s'est rendu compte que si on ne le fait pas, on sera tout simplement submergé. Donc il y a aujourd'hui
Je pensais que l'urine était toxique. Non, voilà, mais voilà, il suffit simplement de fermer l'urine pendant un certain temps, 45 à 60 jours, pour obtenir maintenant de l'urine pure. Et cette urine n'est pas utilisée brute, il faut diluer. On dilue à 1/10, je pense, pour maintenant arroser les cultures, et ça marche. Mais personne ne voudra dire, écoutez, moi je consomme chez moi des salades qui sont Bernard me disait que j'ai plus besoin d'arroser mon jardin. Je pense qu'il voulait tuer mes fleurs. Et on fait mieux que ça, s'il vous plaît. Et il y a aujourd'hui toute une spécialité de l'agriculture qui valorise les fesses humains, hein, les excréments. L'ammoniac, ça... Les excréments. Je comprends. En agriculture. Et là, il suffit également de faire juste des traitements. Parce que ça fait honte. Ça fait être utile. Ça fait honte ou ça fait peur aux gens ça qui... fait pas honte. Non, à plusieurs. Non, écoutez, ça fait peur et ça fait honte à plusieurs. Écoutez, quelqu'un vient chez vous, il vous dit, je vais vous mettre un récipient qui va recueillir vos excréments et je viendrai les enlever chaque fin du mois. Beaucoup ne sont pas prêts à accepter. Hein. Où est-ce que tu vas avec ça? Voilà, vous avez compris. Alors qu'il suffit de les traiter. C'est le cycle de la matière. C'est de la matière organique. D'accord. Il suffit de traiter et de peindre en agriculture pour que la matière, hein, ce sont les cycles biogéochimiques qui gouvernent de toute façon toute vie, qui gouvernent l'humanité et les systèmes naturels. Merci. On va prendre une transition à la régie. Derrière, on va acquérir Janice Kamga pour le fact-checking du jour. Janice Kamga, chaque soir, c'est elle qui vient. Elle est un peu comme notre... J'ai failli dire coronavirus, mais elle est comme notre clé de la thérapie. Elle vient nous rebooster sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir Ernest, bonsoir aux invités, ça va bien, merci. Très, très beau votre vêtement, le haut là, le vêtement. C'est ça qu'on appelle saillon, c'est ça? Oh, quelque chose comme ça. Merci. En tout cas, je n'étais pas au Tchad. Si j'étais au Tchad, j'aurais peut-être un boubou plus beau que celui d'Innocent Obama. Allez, on parle du lycée technique de Ndjombe. Un élève ampute son camarade, vrai ou faux? Qu'est-ce qui s'est passé au lycée technique de Ndjombe aujourd'hui? Alors, c'est une information vraie. C'est à Ndjombe Péja? Tout à fait. C'est au lycée technique de Ndjombe, dans le département... dans la région du littoral, autant pour moi, c'est une information donc qui a suscité l'émoi et la consternation cette fin de journée au sein de la communauté éducative camerounaise. Ce jeune élève que l'on aperçoit en image du lycée technique de Ndjombe dans le département du Mungo, dans la région du littoral donc, s'est vu couper le bras gauche à la machette lors d'une violente bagarre avec des camarades. Selon les premières informations qui nous sont parvenues, une guerre de clan serait à l'origine de ce triste événement. Une première bagarre avait d'abord éclaté plus tôt dans la journée et c'est en guise de représailles qu'un second groupe d'élèves se pointe et, dans un sursaut de violence extrême, ampute le bras à l'un des protagonistes. Pour le moment, l'on essaie encore de comprendre ce qui s'est réellement passé. L'adolescent a été pour l'instant conduit dans une formation sanitaire de la localité où il reçoit des soins intensifs. Ses bourreaux, quant à eux, se sont évanouis dans la nature. Une enquête devrait être ouverte, mais déjà des indiscrétions révèlent qu'ils étaient visiblement sous l'emprise de stupéfiants. Ceux qui l'ont attaqué, mais pas lui. Tout à fait. On s'excuse pour ces images qui peuvent paraître, du moins, qui sont choquantes pour certaines personnes. Mais pour couper un bras, il faut vraiment... une force physique. Parce que là, le bras est complètement coupé. Ça veut dire que c'était quoi la machette? Et là même, on n'a pas mis des images choquantes du bras qui est carrément tombé. Donc ils ont empoigné une machette avec laquelle... Donc il y a eu une première bagarre et puis les élèves sont allés chercher le renfort. C'est comme ça qu'ils... Non, le renfort vient pour la vengeance. Tout à fait. Le retour, c'est comme ça qu'ils appellent. On parie, mais c'est quand même terrible. Hein. On imagine ces parents-là qui ont vu un enfant qui a passé son week-end et puis le matin il est parti à l'école et il revient sans son bras. C'est comme une vie qui est pratiquement brisée. Hein. C'est assez difficile. Beaucoup de courage pour la famille de cet enfant-là. Allez, deuxième fact-checking. Le coronavirus a boosté l'économie circulaire dans le monde depuis son apparition.
Fake news ou pas? C'est une information vraie, en tout cas pour ce qui est de l'industrie du textile et dans quel pays? En France. Autrefois réservée aux écologistes chevronnés, l'économie circulaire gagne de plus en plus de terrain, notamment dans l'industrie textile, devenant même un argument de vente pour un secteur à l'agonie dont les traditionnelles campagnes de soldes ne suffisent plus à convaincre les consommateurs. Depuis donc le début de la pandémie de coronavirus, de nouveaux services ont vu le jour du côté de l'Hexagone, par exemple la location des draps et de décoration, une offre lancée par une entreprise de linge de maison. La maison s'appelle Linvoge et elle s'adresse donc à une cible, les hôtels. La pandémie a donc joué un rôle d'accélérateur. La seconde main est devenue sexy. Elle a également mis en exergue la dépendance industrielle aux pays plutôt lointains. En France, le marché de la seconde main représente 1 milliard d'euros environ, un chiffre qui pourrait doubler d'ici 3 ans. L'industrie automobile n'est pas en reste, l'agroalimentaire non plus. Avec les confinements à répétition et la chute drastique des ventes, les entreprises ont dû faire appel à l'économie circulaire comme argument marketing, offrant même des réductions et des remises pour faire adhérer des consommateurs de plus en plus éco-responsables. Merci. Alors, on va sortir par cette rumeur sur les fausses bouteilles Supermont en circulation sur le marché. Est-ce que vous avez vérifié cette rumeur-là, tout au moins cette information? En tout cas, on a procédé à la vérification par le démenti. C'est l'une des entreprises qu'on aimerait voir plus engagée sur le terrain de la protection de l'environnement. La société source du pays, à travers son directeur général, Akram Saba, a démenti le 19 avril dernier les rumeurs selon lesquelles leur produit phare, l'eau minérale Supermont, serait contrefaite. Il rassure et explique que l'inscription de la date sur les bouchons estampillés du logo ou non ou sur la bouteille répond simplement à l'exigence réglementaire qui impose la présence d'une date sur l'emballage d'un produit. Cette inscription, il le dit, peut se faire à tout endroit. Avec ou sans logo de goutte d'eau, le produit reste authentique. L'entreprise a donc opté pour l'importation de bouchons homologués sans logo afin de contourner les problèmes de rupture de stock de bouchons de résine causés par la pandémie de coronavirus. Le top management dit avoir consenti pour cela à des frais supplémentaires afin d'éviter la non-disponibilité de l'eau minérale en cette période de crise. C'est en tout cas la substance de cette tribune, ce communiqué officiel du directeur général de sources du pays, Abraham Accra. Merci Janice, on se retrouve demain à la même heure. Tout à fait Ernest. On respire à la régie derrière et on met un terme à ce programme. Économie circulaire au Cameroun, c'est la thématique de ce soir, si vous voulez, la problématique de ce soir. On va dire infiniment merci à ceux qui étaient avec nous ce soir. Madame Reine Blanche Zoli et Kango, on vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Clean Cameroun, on espère que vous allez continuer ce que vous faites déjà et à sensibiliser les populations. Merci au professeur Issou Elamé. J'ai beaucoup de messages de ceux qui nous suivent sur Internet certains d'entre eux sont vos étudiants et d'autres qui apprécient bien votre travail, vos interventions sur le plateau aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été là. On espère vous avoir encore parce qu'on est en discussion avec nos amis de Namé, peut-être pour mettre en place une tribune qui permettra qu'on puisse sensibiliser les Camerounais, et même au-delà du Cameroun, puisque BNews est sur StarTime et qu'on est vu partout en Afrique, pour sensibiliser le peuple africain sur l'enjeu de l'économie circulaire et sur les problématiques actuelles, notamment la préservation de notre écosystème. Merci à madame qui était avec nous, les océans. Comment on fait pour vous contacter si les gens ont besoin de vous? Nous répondons au numéro 680 80 22 22. 680 80 22 22. C'est votre numéro personnel? Et notre siège, c'est à la Cité Verte. À la Cité Verte. Est-ce que là-bas, il y a des objets recyclés qui ont été... Tout est
À quel niveau la CVR? Yo-Yo Bar. Yo-Yo Bar. On passera par là pour voir. Ça peut-être qu'on enverra également une équipe de reportage pour montrer votre savoir-faire. Philippe, on est toujours ensemble. On vous dit infiniment merci. Merci à Aurélien Douandji qui était avec nous, site manager de Nami Recycling à Yaoundé. On dit également merci à Alexia Ebia qui nous a permis d'avoir le docteur ce soir. Mesdames, on dit merci également à Verlin Kouété qui a réalisé le programme, Ghislain, je vais dire Sebri Akono, Janice Kamgaï, toute l'équipe qui était avec nous ici en studio. On se retrouve demain à la même heure sur les mêmes antennes des BNews. N'oubliez pas, le meilleur c'est ici et nulle part ailleurs. Puis bonsoir.